Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Tchango. Dans un essai mingi, Nabino, entretien et allélo, Toyambi pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala kaba réflexion ya bien pour mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, Union sacrée. Le blocage au niveau de la CENI a un nom. Il s'appelle M. Félix Tshilombo. Cette conférence de presse a un événement spécial, c'est-à-dire nous sommes au même moment en train de célébrer le 11e anniversaire d'existence de la cage. Donc vous, en tant que nos partenaires de chaque jour, nous allons vous prier à la fin de la conférence de presse, c'est-à-dire après la lecture de la déclaration de la cage qui sera faite par Maître Georges Kapiamba. Nous allons vous prier de ne pas partir de sitôt parce que nous allons procéder, nous allons souffler les gâteaux d'anniversaire avec vous et à la fin il y a un petit rafraîchissement qui sera offert. Nous sommes d'accord? Ok, voilà. Sans plus tarder, nous accordons la parole à Maître Georges pour la déclaration de la cage à l'occasion du 11e anniversaire de la cage. Exact. Ouais. Merci Maître Bopol, Mesdames et Messieurs, membres de la presse. Je voudrais, comme Maître Bopol l'a mentionné déjà, vous remercier pour avoir répondu à l'invitation qui vous a été lancée par les services de la cage à l'occasion de ce point de presse. Lesquels points de presse s'inscrivent dans le cadre de l'anniversaire, de la réjouissance de notre anniversaire en tant qu'ACAJ, l'anniversaire de 11 ans d'existence et d'expérience dans le travail de promotion et protection des droits de l'homme. Nous avons effectivement à cette occasion préparé une déclaration qui est longue parce qu'elle comprend 6 pages, mais comme nous n'entendons pas rester longtemps ici compte tenu des autres urgences, nous avons pensé tout simplement vous présenter quelques points saillants, tout en considérant que chacun de vous peut accéder à l'ensemble, à l'entièreté de cette déclaration qui est déjà publiée sur nos comptes officiels, notre compte Twitter de la cage, mais aussi sur les sites de la cage. Donc, vous pouvez vous en procurer l'entièreté de cette déclaration en vous référant à ces 2 comptes. Nous avons aujourd'hui voulu rappeler à notre population à travers vous qui a 11 ans, jour pour jour, que notre organisation, votre organisation, ACAJ, est née et a totalisé 12 ans et 11 ans plus tôt aujourd'hui. Aujourd'hui, quand nous parlons d'aujourd'hui, là, c'est-à-dire le 12 septembre 2022. Et à titre de rappel, notre organisation, la cage, a comme mandat la promotion et la protection des droits de l'homme par principalement la justice. Ça veut tout simplement dire que la cage s'est donnée comme mission de contribuer à cette œuvre grandiose qui consiste à apporter les soutiens, apporter les secours
aux femmes, aux hommes, aux enfants, aux personnes vulnérables qui sont en détresse par rapport à leurs droits, qui ne savent pas jouir de leurs droits, qui ne savent pas réclamer leurs droits pour des raisons diverses. Et donc, la CAJ s'est fixé ces mandats de pouvoir les faire principalement en recourant à la justice. Parce que, comme vous le savez très bien, nous sommes la République démocratique du Congo, un État de droit. Cela est clairement réaffirmé dans les préambules et à l'article 1er de notre Constitution que nous, les Congolais et les Congolaises, nous avons décidé de construire au cœur de l'Afrique un État de droit. Et donc, dans un État de droit, on ne peut mieux y vivre que lorsque ces droits fondamentaux sont connus, sont protégés et sont respectés. Et l'instrument le plus important qui doit assurer la protection des droits de l'homme dans un État de droit, c'est la justice. Ça veut tout simplement dire que tout citoyen, toute citoyenne qui se sent lésé par la violation de ses droits n'est pas fondé à se rendre justice par soi-même, mais a l'obligation de saisir, de recourir à la justice pour que ses droits soient respectés, soient constatés. Et si c'est l'État qui en est auteur, que l'État soit rappelé à l'ordre, que des dispositions soient prises pour l'indemniser. Et ce travail, nous le faisons, c'est-à-dire l'accomplissement de ces mandats. Vous comprenez que depuis 11 ans aujourd'hui, nous avons fourni des efforts avec l'ensemble de l'équipe de la CAJ, plus nos collaborateurs qui sont sur le terrain, pour que ça puisse se faire à travers tous les territoires nationaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir au moins implanté la présence de la CAJ dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo, avec l'ambition d'aller jusque dans des territoires d'ici l'année prochaine. Donc, si tout va bien, l'année prochaine, lorsque nous nous retrouverons, nous vous dirons qu'effectivement, grâce au travail de l'équipe de Kinshasa, des équipes de terrain, nous avons aujourd'hui assuré l'introduction ou la présence de la CAJ, des membres de la CAJ, à travers des points focaux jusque dans des territoires. Parce que notre ambition, c'est d'aller au-delà des villes, de faire en sorte que les droits de l'homme soient, en tant que valeur, soient enseignés, soient rapprochés de nos compatriotes qui sont dans des territoires. Aujourd'hui, on parle de 145 territoires. Cela va permettre à ce que nous arrivions un jour à créer à travers toute la République un mouvement des hommes et des femmes qui constituent plusieurs millions de Congolais qui à la fois sont informés sur leurs droits, mais aussi sur les modalités, les mécanismes de leurs revendications, de leur protection. Et dans le cadre de ce travail, nous accomplissons une des activités importantes, c'est le monitoring. Le monitoring qui consiste pour la CAJ, chaque jour, à chaque instant, c'est d'observer, d'être en contact avec plusieurs sources, plusieurs personnes, que ce soit des personnes dans le secteur public ou secteur privé,
pour nous informer de la manière dont les droits des citoyens sont observés principalement par les représentants de l'État. Parce que vous devez retenir, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, que c'est l'État, les gouvernements, les pouvoirs publics, les autorités, les représentants de l'État qui ont la première responsabilité de veiller à ce que tous les droits de l'homme, c'est-à-dire droits politiques et civils, droits sociaux, économiques et culturels, mais aussi les droits de la troisième génération aujourd'hui, droit à un environnement sain, droit au développement, puissent être respectés. Que des actions, des politiques appropriées soient définies, déterminées par les gouvernements, tant au niveau central qu'au niveau provincial, jusqu'à même au niveau des territoires, de manière à ce que ces droits se traduisent dans le bien-être de la population. Parce qu'il y a des fois des gens qui pensent que la gouvernance de la société est une chose qui doit être conçue différemment de l'obligation de promouvoir la jouissance des droits de l'homme. Non, toute politique qui vise notamment à favoriser l'accès à l'eau potable, à l'électricité, assurer la sécurité, toutes ces politiques-là sont conçues, c'est pour permettre aux citoyens, aux hommes et aux femmes, aux enfants, de jouir de leurs droits. Lorsque le gouvernement assure la sécurité et que les gens sont à mesure de circuler sans crainte, sans être attaqués, nous disons que ces personnes, ces citoyens, jouissent de leurs droits et que le gouvernement a pris des dispositions, a développé des politiques qui ont contribué à cette jouissance. Mais si le gouvernement ne le fait pas, ça veut dire qu'il y a abstention dans son chef ou prend des mauvaises politiques qui ne permettent pas de favoriser cette jouissance. À ce moment-là, il y a violation des droits de l'homme dans les chefs des représentants de l'État ou du gouvernement. Et donc, le monitoring nous permet de déceler, de détecter, de recevoir les informations auprès des victimes, auprès des autres agents de l'État dans tous les secteurs, sur notamment les insuffisances identifiées et qui feront que les citoyens ne puissent pas jouir de leurs droits. Et quand nous sommes informés de ça, nous sommes obligés aussi d'agir parce que ça fait partie de notre mandat, c'est-à-dire soit en interpellant les responsables de l'État, que voilà, là il y a un problème, voilà les actions qu'il faut prendre, nous proposons, lorsque nous constatons que rien n'est fait, et c'est ce que nous faisons depuis les 11 ans, nous pouvons passer à une autre étape, c'est-à-dire dénoncer. Et de plus en plus, nous sommes en train de travailler, en dehors du plaidoyer, de la sensibilisation, nous sommes en train de penser maintenant à passer à une autre étape, c'est d'organiser des citoyens, des hommes et des femmes, à se prendre en charge par la saisine des cours et tribunaux. C'est-à-dire lorsque nous constatons qu'une autorité ne fait pas ce qu'elle aurait dû faire conformément aux lois, qu'il y a des carences, nous pourrons demander aux habitants des quartiers, des communes, des villes, de s'organiser en association. Avec l'accompagnement de la CAGE, nous allons saisir les cours et tribunaux compétents pour que les procès soient organisés et que cette situation de violation des droits de l'homme cesse. Alors, c'est dans le cadre de ces monitorings que nous avons, durant cette année, depuis 2021 à ce jour, observé la manière dont notre gouvernement a géré
à gouverner et essayer de voir quelles sont les actions qui ont été prises, des politiques qui ont été développées, de manière à permettre aux Congolaises et aux Congolais de jouir de leurs droits. Est-ce qu'il y en a eu ou il n'y en a pas eu? Il y a eu des carences. Et qu'à ce sujet, nous avons constaté que depuis l'accession du président Félix Tshisekedi au pouvoir, nous avons noté certaines avancées importantes, c'est-à-dire en termes de politique, en termes de mesures ou des actions concrètes prises afin de contribuer à la jouissance ou à la protection des droits des Congolaises et des Congolais. Et ce que nous avons constaté, qui sont vérifiables aujourd'hui, c'est la redynamisation de l'inspection générale des finances. C'est-à-dire dans le cadre de la lutte contre la corruption, nous avons constaté que le gouvernement a pris ces mesures qui ont consisté à redynamiser, à donner des moyens à ces services qui étaient totalement, qui somnolaient, pour lui permettre de jouer son rôle dans la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Parce que vous devez le savoir, que la corruption, sous toutes ses formes, constitue non seulement un fléau qui empêche le développement, mais c'est surtout un obstacle à la jouissance des droits de l'homme. Là où on pratique la corruption, les gens ne peuvent pas jouir de leurs droits. Pourquoi? Parce que la corruption est un moyen qui amenuise tout ce qu'il y a comme ressources de l'État susceptibles d'être utilisées pour renforcer la protection des droits socio-économiques des citoyens. Et donc, pour ça, nous avons noté que la redynamisation de l'IGF est une mesure qui rentre dans le cadre, dans les missions, dans les devoirs de l'État de contribuer à protéger les droits des autres. Parce que si l'État protège ses ressources publiques, ces ressources vont augmenter, pourront être utilisées pour des logements, pour améliorer les conditions socio-professionnelles des travailleurs, mais aussi pour financer l'école et notamment les soins médicaux. Nous avons noté aussi l'opérationnalisation de la cellule nationale de renseignement financier, la CNRF. Un service créé depuis 2004, mais qui n'avait presque pas fonctionné, qui n'avait même pas de bureau parce qu'il est resté longtemps sous-logé dans quelques petits bureaux de la Banque centrale. Mais grâce à cette administration du nouveau président, ce service a commencé à travailler et au jour d'aujourd'hui, nous sommes contents parce que la CAGE, nous avons participé au plaidoyer pour que ce service devienne réellement opérationnel et dispose d'un immeuble sur boulevard, pour ceux qui ne connaissent pas, en face de la CNSS, qui abrite leur bureau, avec un personnel qui a augmenté. Certes qu'ils ont encore un peu de problèmes pour les frais de fonctionnement, mais ils ont commencé à recevoir. Mais ce qui est important, c'est que le service a été rendu opérationnel. Nous notons ça à l'actif du gouvernement. Nous avons noté aussi la création de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, l'APLC. Un des instruments qui participe aujourd'hui à la sensibilisation, mais aussi à la détection des actes de la corruption. Donc, ça renforce les dispositifs de lutte contre la corruption. Nous avons noté la prestation de serment de 53 magistrats de la Cour des comptes. Il n'y a pas longtemps, je crois 2 semaines. Et ces magistrats, pour la plupart, étaient nommés depuis 2006
2016 plutôt, et ils sont restés sans être capables de poser les actes, c'est-à-dire contrôler, vérifier et s'assurer que l'argent du contribuable congolais est utilisé à bon escient. Vous ne pouvez pas le faire. Et vous savez que l'avantage de la Cour des comptes, c'est qu'elle a une compétence qui lui permet de contrôler même de l'utilisation de l'argent public à tous les niveaux, même au niveau de la présidence de la République. Donc, elle a la capacité de sanctionner même les comptables de l'État, les contrôleurs, les gestionnaires. Elle a la capacité de sanctionner, c'est-à-dire de prononcer, de siéger et prononcer des décisions, des jugements contre même tout collaborateur des ministres ou les ministres lui-même qui se seraient comportés comme comptables de l'État. Ça veut dire un ministre qui va se permettre ou son conseiller de se mêler de ce qu'on appelle le maniement de l'argent. Il commence à poser les actes qui sont légalement reconnus exclusivement aux comptables de l'État. Par exemple, on sort l'argent de la banque, au lieu que l'argent soit gardé dans les coffres forts du comptable, lui fait entreposer ça dans son bureau, ou il fait ramener ça à la maison. Donc, si la Cour des comptes est informée, la Cour des comptes peut mener les enquêtes et poursuivre ce genre de représentants de l'État comme un comptable de fait. Donc, voilà l'avantage aujourd'hui que nous avons avec un dispositif de lutte contre la corruption qui s'est renforcé. C'est à mettre à l'actif du gouvernement. Nous avons noté aussi l'application de la gratuité de l'enseignement de base. Nous avons constaté que depuis 2021, la gratuité avait commencé avec beaucoup de difficultés, mais déjà 2021, on a senti que ça s'améliorait, ça s'est développé et que la plupart des problèmes qui se posaient encore étaient pris en charge, résolus. La conséquence, c'est que la rentrée scolaire de cette année s'est faite sans beaucoup d'encombre. Il n'y a pas eu de mouvement de grève, il n'y a pas eu de difficultés. Bon, quelques difficultés ont été notées du côté de certains parents pour acheter les fournitures, mais c'est déjà un pas qui est marqué par le gouvernement. Mais nous pensons qu'avec l'augmentation des revenus plus tard des parents, des agents et fonctionnaires de l'État, ce sont des choses qui pourront s'améliorer. Nous avons noté aussi l'accès à l'eau potable, c'est-à-dire des programmes que le gouvernement avait mis en place qui ont permis aujourd'hui que dans beaucoup de villes ou de provinces, il y a eu l'augmentation de personnes qui ont accès à l'eau potable dans beaucoup de provinces, beaucoup de programmes. Et je peux vous donner l'exemple d'ici à Kinshasa. Il y a eu, on a inauguré une nouvelle station à Lemba-Imbu qui fait qu'aujourd'hui, nos compatriotes qui habitent des communes comme Lemba, Salongo principalement, où habite Maître Bopol, il est là, il est le témoin vivant. Il a passé plus de 3 ans, 5, 7 ans, sans avoir accès à l'eau potable. Mais depuis que cette station a été inaugurée, l'eau coule. Il n'est pas le seul, parce que membre de la CAGE, mais il y a tous les autres compatriotes qui habitent ces communes-là. Nous avons constaté ça dans des provinces de Kassai. Il y a eu des bornes fontaines qui ont été implantées par-ci, par-là. Nous pensons que c'est des actions encouragées de la part du gouvernement parce que ça permet aux citoyens de jouir d'un droit d'accès à l'eau potable. Et enfin, parmi les actions, nous avons noté la réhabilitation de la voirie
urbaines dans certaines villes, principalement à Kinshasa, dans certaines villes de province. Nous avons constaté que la voirie a été améliorée, c'est-à-dire vérifiable. On sait dire il y a eu telle avenue qui a été réhabilitée, ainsi de suite. Pas des travaux dont on a annoncé. Nous nous limitons sur des choses que nous avons vérifiées. Généralement, quand ça passe, il y a des gens qui ne sont pas informés, mais qui peuvent prendre ce genre d'émission, même par exemple en cours de déroulement, ou qui ne les suivent pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas bien organisé. Donc pour nous, ce sont là des efforts qui sont encore timides. Mais qu'en dehors de ces émissions, nous avons constaté que les représentants de l'État restent de plus en plus à fond sur beaucoup d'autres questions. Questions liées par exemple au fonctionnement de la justice. C'est presque tous les jours ici qu'il y a des scandales. Mais on ne voit pas des représentants de la justice s'expliquer ou expliquer ce qui se passe. Il y a eu des problèmes où nous avions suivi l'histoire, où ça continue, de mauvaises conditions de détention de prisonniers dans plusieurs prisons. Il y en a eu des évasions, aucune explication très détaillée, fournie. Donc pour nous, tout ce qui se produit dans la société, au nom de cette obligation-là, doit faire l'objet de redevabilité de la part des gouvernants. Et la controverse en date, c'est celle relative aux émoluments qui sont accordés à nos députés nationaux. Nous avons suivi le tollé que cette question a provoqué. La CAGE, nous avons fait notre communiqué. Nous avons saisi le président de l'Assemblée nationale avec tous les membres du bureau en les priant de pouvoir organiser une communication pour rendre compte aux citoyens en tant que représentants des citoyens, en tant que mandataires. Mais nous sommes préoccupés de constater que jusqu'à ce jour, il n'y a eu aucune explication officielle provenant ou donnée par les bureaux de l'Assemblée nationale. Et donc, c'est un déni d'un devoir de la redevabilité dans les chefs de l'Assemblée nationale. Nous avions entendu des gens dire, ou des écrits dire qu'un membre du bureau a dit qu'ils n'allaient pas réserver une quelconque attention à cette question. La CAGE nous répondons en disant que c'est une faute grave. C'est un déni de démocratie et de redevabilité. Les citoyens ont le droit de savoir, d'avoir une information claire, détaillée et objective et vérifiable auprès de leurs mandataires. Mais parce que les députés sont nos mandataires. C'est nous les mandants, vous et nous, les citoyens. Mais parce qu'il y a eu cette controverse, ils ont l'obligation de donner une explication en disant, mais voilà nous, les bureaux, nous qui gérons. Voilà ce que nous donnons, ce qui est donné à chaque député. Ça s'appelle ça. Voilà les avantages. Vous expliquez à ce moment-là, nous allons dire qu'ils ont respecté un des principes de la démocratie et de la bonne gouvernance. Et donc aujourd'hui, nous sommes devant une situation de déni. Déni de l'obligation de rendre compte de la part du bureau de l'Assemblée nationale. Et ça nous inquiète. Nous souhaiterons et nous espérons que d'ici l'ouverture de la reprise de la prochaine session, le 15, le président et les bureaux saisiront au moins cette occasion pour donner cette explication. Donc, nous devons tous rester mobilisés pour continuer à leur parler, pour que
qu'ils puissent le faire au moins et donner ce bel exemple. Enfin, le troisième domaine ou secteur, c'est ce que nous appelons l'accès équitable et équilibré aux emplois publics et la gestion des ressources nationales. Nous avons analysé, vérifié, pour voir comment est-ce que les gouvernements, quelle est la politique mise en place pour assurer à tous les Congolais ce qu'on appelle l'égalité des chances en ce qui concerne l'accès aux emplois publics. Parce que, comme vous le savez, l'article 12 de la Constitution dispose que tous les Congolais sont égaux en droit et en obligation et ont droit à une égale protection des lois. Égalité des chances. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque dans un service, il y a 2 postes ou un poste, vacance d'un poste, ou qu'on voudrait renforcer, qui a nécessité d'engager 2-3 unités, 2-3 personnes, les responsables de ces services doivent prendre des dispositions pour que tout le monde ait la même chance de concourir à ces postes. Et que cela, la conclusion, puisse être décidée à la suite au moins d'un processus ouvert, transparent, qui discrimine personne. Mais à partir du moment où, pour des emplois dans le secteur public, que ce soit dans des entreprises, dans des établissements ou dans des cabinets ministériels, on recrute les gens, comme c'est le cas aujourd'hui, sur base d'un seul critère. C'est quoi? Appartenance au parti ou regroupement politique au pouvoir. La CAJ, nous disons que nous sommes profondément inquiétés face au développement de cela. Pourquoi? Parce que lorsqu'on décide de recruter des membres d'un cabinet, politique soit-il, alors que ce sont des emplois publics, on prend comme critère appartenance politique, ce n'est plus, on ne respecte plus l'égalité des chances. Ça a comme conséquence que ça crée une fracture dans notre société. Parce qu'à ce moment-là, pour avoir de l'emploi dans le secteur public, il faut forcément être membre d'un parti politique ou d'un groupement au pouvoir, ou être frère ou sœur de ceux qui sont au pouvoir, parce que vous appartenez au bord du pouvoir. À ce moment-là, vous avez la chance, alors que la Constitution interdit cela. Mais ceux qui n'ont pas la chance, ceux qui ne veulent pas adhérer, parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à adhérer à un parti politique. C'est interdit, vous le savez. On ne peut pas imposer à quelqu'un. Il y en a qui considèrent que moi, je ne veux pas être membre d'un parti politique parce que ça ne m'intéresse pas. Ça veut tout simplement dire que ces personnes-là n'auront jamais de chance pour accéder aux emplois de l'État public. Ce n'est pas normal. C'est une discrimination. Et donc, la politique actuelle de recrutement dans des emplois publics, c'est une mauvaise politique. Elle est discriminatoire. Elle viole la Constitution de la République. Nous avons vu les dernières nominations. Tout a été fait sur base des critères politiques. Seuls ceux qui sont membres des partis ou ont des soutiens des parrains, membres de ces partis ou des regroupements au pouvoir, ont pu être sélectionnés et nommés. Nous disons que ça, c'est inacceptable dans un état de droit. L'état de droit, c'est le respect de tous les principes, notamment l'égalité des chances. Et ça fait que seule une petite caste se retrouve maintenant être au pouvoir, être en mesure de capter
toutes les richesses, toutes les ressources financières ou tous les revenus qui sont en réalité les fruits du travail de tout le monde. Parce que comment vous allez expliquer à un agent de l'État qui à la fin du mois il paye l'impôt sur son salaire, mais il a un enfant qui a terminé l'université parce que lui, le papa, a refusé d'être membre d'un parti politique, mais son fils ne peut pas avoir la possibilité de prétendre être membre d'une entreprise ou d'un établissement de l'État ou dans un ministère, parce que tout simplement son père n'est pas membre de ce parti politique, alors qu'il paye. Et que l'argent qu'on utilise pour payer même ceux qui sont recrutés sur le seul principe d'appartenance politique, c'est le fruit du travail, notamment de son père. Ce n'est pas normal. Dans un pays avec 100 millions que nous sommes, on ne peut pas appliquer pareil politique. Ça crée une fracture. Donc nous avons maintenant des Congolais des privilégiés et des Congolais qui sont des laissés pour compte, c'est-à-dire des Congolais d'en haut et des Congolais d'en bas. C'est une violation de la Constitution. Et comme nous avons dit, cela a un impact aussi sur la gestion des ressources nationales. Parce que comme vous savez, nous sommes dans un pays où 80% de notre budget sert à entretenir les institutions. Ça veut dire que les 80% de nos ressources nationales ne sont consommées que par une petite minorité. Nous avons dit, ce sont des injustices. Et la CAJ, nous avons l'obligation d'en parler publiquement et de demander aux décideurs de prendre des dispositions pour qu'à l'avenir, que tous les emplois dans le secteur public ou de l'État puissent faire l'objet d'un concours préalable. Et en passant, nous félicitons ce qui se fait aujourd'hui dans la magistrature. Pour recruter les 3000 magistrats, vous avez suivi, et nous suivons tous, qu'il y a un concours, il y a eu un recrutement qui a été annoncé, les gens ont déposé leur dossier, on a traité, on a affiché d'ici, je crois, 1 mois, un concours va être organisé dans des sites différents. L'IGF aussi l'a fait il n'y a pas très longtemps pour le recrutement de nouveaux inspecteurs. Il y a eu les recrutements. Et donc, nous encourageons à tous les niveaux, même dans des ministères, que le recrutement du personnel politique ou administratif puisse être subordonné à l'organisation d'un concours ouvert à tous, de telle sorte que la chance soit donnée à chacun et que les meilleurs parmi nous puissent être en définitive engagés, non pas parce qu'ils sont membres du parti politique ou ils sont membres du frère de celui qui gère la boîte, mais parce qu'ils sont Congolais, qui ont les mêmes droits, qui ont aussi le droit de se retrouver conseillers ou agents dans un ministère ou de se retrouver dans une entreprise. Et donc, mobilisons-nous pour commencer à détecter ce genre de faits. Et dans les jours à venir, comme nous avons parlé, nous pensons que nous organiserons quelques Congolais volontaires pour attaquer ce genre de nomination en justice. Comme ça, nous mettrons aussi la justice devant ses responsabilités pour dire, nous attaquons cette ordonnance, nous attaquons telle décision, parce que le processus de recrutement n'a pas respecté le principe d'égalité des chances. Donc, nous devons utiliser tous ces instruments de l'état de droit pour ainsi faire asseoir les dits états de droit dans notre pays. Et une autre conséquence par rapport à ces points, je termine par là, c'est que nous constatons avec ce système de nomination fondé sur l'appartenance politique,
fait que les compétences ne constituent plus des références ou des critères pour engager les gens. Et même quand vous êtes, les gens commencent maintenant à ne plus parler de leur propre expertise parce que, ou de leur indépendance. Pourquoi? Parce qu'ils craignent que si je suis reconnu comme compétent à tel endroit, on va dire non, 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 celui-là, il risque de venir nous gêner. Donc, les gens commencent à rabaisser leur niveau à certains niveaux pour ainsi penser obtenir de l'emploi. Et là, nous sommes en train de compromettre un État fort dans notre pays, un État fort, un État prospère. Donc, voilà ce que nous avons abordé dans notre analyse. Et comme vous savez, la CAGE, lorsque nous faisons nos analyses, nous faisons en définitive des propositions constructives. Parce que nous ne sommes pas un parti politique, nous ne sommes pas des opposants à X et Y ou à un parti politique, à un groupement, mais nous sommes comme l'église au milieu du village. Nous ne défendons que les droits de l'homme, les valeurs de notre Constitution, et nous sommes là pour alerter les autorités sur les abus qui sont de nature à fragiliser la construction ou de compromettre la construction d'un état de droit que tous les Congolais, toutes les Congolaises, nous appelons de tous nos voeux. Les modestes recommandations que nous avons adressées au gouvernement, et nous espérons que si cela est suivi, avec l'attention de nous tous, nous pourrons ainsi contribuer à un état de droit. Qu'en ce qui nous concerne, la CAGE, nous restons mobilisés. Et nous appelons toutes les Congolaises et les Congolais à se mobiliser aussi dans les contrôles citoyens, afin de faire du slogan « Le peuple d'abord » une réalité vivante. J'ai dit et je vous remercie. Des Congolais ou des Congolaises qui vivent dans des territoires où ils n'ont pas d'accès à l'eau potable, où les enfants ne savent pas aller à l'école, ou des jeunes qui ont fini leurs études, qui ne savent pas avoir de l'emploi. Mais ces gens ne vivent pas comme des personnes humaines. On leur empêche de s'épanouir. Donc, c'est ce phénomène qui doit être combattu. Mais il ne peut être combattu que par de bonnes politiques gouvernementales développées avec la participation des autres parties prenantes, la société civile, avec aussi la participation d'une opposition républicaine, et que les décisions prises soient exécutées pour les biens des citoyens, mais que la corruption soit éradiquée pour permettre au gouvernement d'avoir des moyens de son action, de financer le secteur social. Aujourd'hui, on parle de la couverture de la santé universelle. Il faut qu'il y ait des moyens. Je peux vous dire que nous avons parlé avec des responsables pour couvrir les frais de ces programmes, de la couverture de la santé universelle. Chaque année, il faut dépenser 39 millions de dollars. 39 millions. Parce que dans les 39, il faut tout ce qu'il y a comme logistique, retaper les hôpitaux qui sont concernés, parce que ça sera seulement dans des hôpitaux publics. Il faudrait que ce soit des hôpitaux au vrai sens des noms, pas les hôpitaux publics comme nous les avons aujourd'hui, qui sont devenus en réalité des mouroirs. Donc,
il faut 39 millions de dollars par an. Mais cet argent va provenir d'où? Nous avons eu des responsables qui gèrent les programmes, les formations, que la Banque mondiale a accepté de prendre 10 millions sur 39. Ça veut dire que la République doit mobiliser chaque année les soldes. 29. Vous avez entendu que hier, le ministre des Finances a lancé un atelier. Il a parlé de 20 millions. Bon, lui a parlé du chiffre de 20 millions. Mais les responsables qui ont travaillé, avec lesquels nous avons discuté, ont parlé de 39 millions pour que ces programmes fonctionnent comme il se doit. Pas dans des hôpitaux, on dit par exemple même pour la maternité, mais les femmes qui vont là-bas, pour être prises en charge, on commence encore à gauche, à droite, à leur demander de l'argent, ou quand il y a une prescription médicale, on leur donne pour aller chercher des médicaments ailleurs, ou bien c'est les médicaments du personnel qui, pour la plupart, dans beaucoup de nos hôpitaux, ont transformé les pharmacies des hôpitaux en des pharmacies privées. Donc, c'est ça. Et donc, il faudrait que la corruption, les détournements soient éradiqués pour que ces moyens soient mobilisés. C'est à ce prix-là qu'on pourra dire qu'effectivement, maintenant, nous respectons les droits de l'homme. Parce qu'il ne faut pas voir toujours les droits de l'homme sous le prisme des droits politiques. Non. Ici, c'est d'abord le bien-être du citoyen. Parce que si les citoyens ne mangent pas, n'a pas d'électricité, il ne saura pas participer au débat ni suivre les débats. Donc même son vote, ça ne sera pas un vote responsable. Parce qu'il n'aura pas eu l'occasion de connaître les projets de société de tel ou de tel candidat. Donc vous comprenez pourquoi il faut que nous puissions tous nous mobiliser sur cette question de l'amélioration des conditions socio-économiques des Congolaises et des Congolais. Alors vous demandez, mais qui doit faire respecter? Toutes les institutions. Toutes les institutions, mais il ne faut pas oublier que vous, les médias et nous, les ONG, nous avons aussi une obligation de contrôle citoyen. Au moins, la CAGE, nous essayons de faire ce que nous faisons chaque jour pour enfin, au bout d'une année comme ça, rendre compte de ce que nous avons constaté. Ça veut dire que c'est un travail que nous faisons durant toute une année. Discuter avec les gens, observer, parler avec les victimes dans tous les secteurs qui nous concernent pour savoir quels sont les problèmes. Et puis, en définitive, nous ressortons les éléments. Et tout ce que nous disons est vérifiable. Est vérifiable et vous verrez aucun officiel les contredire. Et nous sommes prêts à les démontrer. Tout ce que nous disons est vérifiable. Parce que nous faisons un effort pour ne pas rendre public des choses qui ne sont pas vérifiées. Parce que c'est aussi ça, le devoir des citoyens, de ne dire que la vérité, de ne pas aller ramasser les informations dans les réseaux sociaux. Vous pouvez avoir des informations dans les réseaux sociaux, mais il faut les vérifier auprès des sources dignes et de ne rendre compte publiquement que ce qui aurait été vérifié, qu'on peut, les autres peuvent aussi vérifier. Alors, redevabilité, vous demandez, est-ce qu'on rend compte? Bon, nous avons exposé ici pour dire qu'il y a des actions qui nous semblent être timides. Qui sont timides parce que nous disons, certes que le gouvernement a mis en place, à travers les ministères de communication, des médias et communication porte-parole, cette émission que nous saluons, que nous encourageons, de redevabilité. Parce que nous prenons les secteurs publics, mais nous savons aussi que le secteur des médias privés, vous fournissez aussi un effort. Mais je rappelle que lorsqu'on parle de la redevabilité, ça suppose que ça doit être les efforts ou des politiques mises en place par les gouvernants. Si le gouvernement signe un accord avec les médias privés
comme ils le font des fois, je ne sais pas, Top Congo, comment ils le font, c'est souvent leurs initiatives, mais je m'imagine que ce sont des initiatives propres à Top Congo. Mais ça veut tout simplement dire que le gouvernement doit signer des accords avec les médias privés pour que le même travail de redevabilité se fasse aussi à travers les médias privés. Ça doit être comme ça. Parce que les médias publics à eux seuls ne permettent pas de couvrir l'ensemble de notre territoire. Et le gouvernement a l'obligation de s'assurer que les citoyens, les hommes et les femmes de ce pays sont au courant de ce qui est fait, que ce soit dans le secteur des transports. Les gens doivent savoir qu'est-ce qui est fait par le gouvernement pour que finalement on délivre le permis de conduire. C'est ça. Qu'est-ce qui est fait pour que finalement qu'on mette fin aux embouteillages? Donc, mais le gouvernement doit expliquer, il ne faut pas que ça soit vous, votre média, vous appelez un ministre et puis ils diront que non, mais nous rendons compte parce que quand les médias privés nous appellent, nous nous rendons. Ce n'est pas ça. Ça doit être une politique définie déjà par le gouvernement à travers ces ministères qui fait qu'ils doivent circuler. Ils savent telle radio peut permettre d'atteindre tout le monde. Même si c'est une radio privée, on fait en sorte que les représentants de l'État passent là-bas. Et nous avons dit que c'est timide aussi. Pourquoi? J'ai donné l'exemple. La controverse autour des émoluments versés aux députés. Il n'y a eu aucune communication du bureau de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a refus de rendre compte. Nous le disons, communication officielle du bureau. Non, mais écoutez, nous faisons beaucoup d'efforts pour que vous compreniez les choses des droits de l'homme, ces exigences-là. Un député, vous appelez le député Singhi ou Délice Sanga. Vous l'invitez, Top Congo, venez nous expliquer. Là, il est fait à titre privé. Mais ici, l'information dont nous parlons, pour qu'elle soit considérée comme redevabilité, c'est lorsque les bureaux, à travers soit son rapporteur ou leur service de communication, ils invitent les médias. Ils disent, voilà, mesdames et messieurs, il se passe dans notre pays ces derniers temps une controverse autour de X et Y choses. Voilà la position du bureau. On donne les informations, les gens posent des questions. On a maintenant l'information venant de la source publique. Mais aussi longtemps que cela ne sera pas fait, je crois que ça veut dire qu'il y a déni du droit à recevoir les comptes. C'est-à-dire les membres du bureau dénient, refusent aux Congolais d'avoir l'information objective et complète. Parce que nous continuons à considérer qu'il s'agit de rumeurs. Mais maintenant, pour couper court à cette rumeur, il faut que la source prime. Et j'ai ajouté pour dire que nous avions suivi par Top Congo d'ailleurs qu'un des membres importants du bureau avait dit qu'il n'était pas nécessaire de réserver une quelconque attention à cette question. Nous répliquons en disant que c'est une faute grave en démocratie. Tout responsable, tout représentant de l'État, lorsqu'il y a un problème, une controverse, une inquiétude qui naît du fait de votre gestion, vous avez l'obligation de rendre compte, de vous justifier. Parce que vous êtes là, pas parce que vous voulez vous rendre, faire ce que vous voulez, mais vous êtes là pour servir les citoyens, non? Mais maintenant, les citoyens se posent des questions. Des informations sont données dans tous les sens. Il faut que l'officiel les fasse. Et donc, nous réitérons encore une fois notre plaidoyer déjà formulé au bureau par écrit pour que l'honorable président de l'Assemblée nationale ainsi que les autres membres du bureau saisissent notamment l'occasion
de la session d'ouverture de septembre, dans les discours qu'il fera, pour réserver un ou deux paragraphes à cette question, pour fixer une fois pour toutes l'opinion sur les émoluments qui sont versés à nos députés nationaux. Mais nous avons ajouté que, avec cette question, comme vous avez demandé, il faudrait qu'on fixe un barème national pour toutes les catégories professionnelles, pour tous ceux qui travaillent pour l'État, en commençant par le président de la République. Nous sommes les citoyens, nous devons savoir combien nous payons à notre président de la République, à notre premier ministre. C'est ça la démocratie, c'est ça l'état de droit. Donc, il faudrait que ces jeux soient rendus faciles et transparents par nos représentants. Alors, il faut que nos représentants fassent ce que nous attendons. Ils ont l'occasion maintenant de démontrer qu'ils sont réellement nos représentants. Et ils ont entendu les cris des Congolais qui souhaitent que cette fois-ci, avec le prochain budget, il faut que ça soit clairement dit. Le Premier ministre a par mois autant. Voilà la liste des avantages. Et parce que nous insistons aussi sur la réduction des trains de vie, il faut qu'on réduise les écarts. Ceux qui touchent peu, qu'on essaye aussi d'augmenter pour eux. Parce que le danger, c'est quoi? Le danger, c'est que même si nous avons aujourd'hui un budget de 10 milliards, parce que 80% est alloué au fonctionnement, à l'entretien des institutions politiques, ça veut dire que 80% des 100 milliards seront utilisés de la même manière. Vous voyez? Parce que j'ai entendu d'autres qui ont dit non, il faut qu'on ajoute. Non, le problème n'est pas à ce niveau-là. On peut ajouter, nous avons les budgets même de 2000 milliards. Mais aussi longtemps qu'on n'aura pas réduit les écarts, il faut qu'on renverse. De sorte que les gros du budget soient alloués aux investissements à caractère social. Parce que c'est à ce moment-là qu'on fait jouer la solidarité. Le Premier ministre avait lui-même parlé de construire un état de droit prospère et solidaire. Mais comment pouvons-nous nous sentir solidaires aux chômeurs lorsqu'on n'a aucun programme pour leur donner ne fût-ce qu'une petite indemnité mensuelle? Mais il faudrait que ça soit une politique qui procède des efforts de nous tous. On peut dire, maintenant comme nous avons beaucoup de moyens, désormais, identifions tous les chômeurs que nous avons, parce que nous n'avons pas assez d'emplois. Comme ça, chaque mois, on donne à chacun même $100, $200. Après avoir, bien entendu, augmenté. Non, mais toutes les sociétés qui sont arrivées à ce stade-là l'ont fait de cette manière-là. Parce que nous produisons beaucoup d'argent, il faut aussi qu'on pense aux catégories. C'est comme ça que dans beaucoup de sociétés, des personnes de ce qu'on appelle de troisième âge ne payent pas les frais de transport. On les transporte gratuitement. C'est la solidarité. C'est-à-dire que ceux qui ne gagnent pas beaucoup doivent aussi gagner par ces jeux de solidarité. Et nous attendons voir comment est-ce que le gouvernement va transformer cette rhétorique d'une société solidaire en actes concrets. Mais ça ne peut se faire que par la réduction d'abord des trains de vie. Si ce n'est pas fait, ça veut dire que ce discours-là resterait toujours un discours creux. Arrêter le clientélisme, c'est ça. C'est ça? Voilà. Mais on doit respectons l'article 12 de la Constitution. En considérant que tous les Congolais sont égaux en droit et en obligation, ont les mêmes droits d'être protégés par les lois de la République. Lorsqu'il y a des postes, on veut engager, nous sommes contents, nous suivons par exemple dans certaines entreprises comme la SNEL, la Régie des eaux, qui a eu un processus de recrutement ouvert, conduit par Copirep. Mais pourquoi on n'a pas fait ça aussi dans les autres établissements? Ça poserait quel problème? On dit on va engager à l'OCC ou au FPI
voilà les postes qui vont être vacants. Les gens déposent les dossiers. Il y a une institution qui gère ça jusqu'à ce qu'on détermine ceux qui vont satisfaire au test. D'ailleurs, l'avantage avec ça, c'est quoi? C'est que ça va rassurer tout le monde. Les gens vont enlever de leur mentalité. Aujourd'hui, cette conception de croire que pour avoir un emploi, il faut avoir un déco, quelqu'un qui peut parrainer. Les gens vont comprendre qu'il faut être fort, il faut être compétitif. Ça va faire booster les enfants, les étudiants à être davantage forts, capables de gagner beaucoup de points en se disant si je suis meilleur parmi les meilleurs, j'aurai beaucoup de chances de prétendre à tel ou tel poste. C'est comme ça que les sociétés, les autres sociétés sont devenues fortes. C'est comme ça qu'ils ont des meilleurs ingénieurs. Ils ont de bons chercheurs. Les gens qui on leur donne l'argent, au bout d'une année, de 2 ans, ils produisent quelque chose qui donne encore de la valeur à leur société. Mais si nous le continuons à faire l'enseignement comme nous faisons, vaille que vaille là, c'est devenu parce que c'est une habitude. Les enfants peuvent venir dans la classe, on les enseigne comme on veut, on n'approfondit pas. Je vous dis, nous allons toujours être les derniers parmi les autres. Non, mais il faut que ça change. Donc, il faut aussi arrêter le clientélisme, il faut une volonté, mais doublée par des actes concrets. Voilà pourquoi nous insistons dans la déclaration pour demander au président de la République de veiller, parce que c'est lui qui signe les ordonnances. Le chef de l'État peut mettre en place une commission au niveau de la présidence qui doit s'assurer que tous les noms qui ont été soumis, c'est des personnes qui ont été retenues à la suite, notamment d'un concours ouvert pour tous. Si le ministre Mouyaï avait engagé un conseiller en communication, il faut que ça soit ouvert, annoncé. Comme ça, vous tous là-bas, vous pouvez, celui qui veut déposer son dossier, vous passez au test et c'est lui qui va être le meilleur. Hein? Non, mais voilà, c'est ça, vous voyez, c'est cette réaction-là qui fait tout simplement croire que nous ne voulons pas ces changements. Et vous-même, vous n'y croyez pas. Ah, donc vous ne voulez pas ces changements. Voilà. Alors, actualité CD, quelle est la cote? C'est opinion. Hein? Ah, c'est opinion. Voilà. Quelle est la cote que nous pouvons donner au gouvernement? Bon, je dois vous dire sincèrement que c'est difficile de donner une cote comme ça, parce que s'il faut donner la cote sur base de 3 domaines que nous avons analysés, je peux vous dire que, à notre avis, sauf l'avis contraire des membres du board qui sont avec moi, on peut donner combien? On peut donner au gouvernement? Ah, voilà. Non, la cote. Combien? Lui a déjà. Voilà. Il se dégage que on peut donner au gouvernement 5 sur 10. Voilà. Voilà. 5 sur 10, parce qu'en considérant que des efforts ont été réalisés dans les secteurs que nous avons épinglés, mais qu'il reste déjà d'autres choses à faire. Voilà pourquoi c'est vrai, vous me direz que le combat de la cage n'est plus l'affaire seulement de la cage. Et là, je suis d'accord avec vous. Ça s'est versé dans le patrimoine des institutions sociales, de tout le monde. Parce que quand quelqu'un qui vit à Sangamamba, qui vient ici pour demander une intervention, nous avons l'obligation de le faire sans pour autant le renvoyer dans une institution de l'État. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que nous nous sommes posés en une institution de référence à laquelle il peut le faire. C'est devenu comme un bien
public. Même si l'État ne nous finance pas, mais nous accomplissons la mission de l'intérêt général. Parce que tout ce que nous livrons comme information, les discussions que nous avons avec des responsables pour faire changer les choses, ce n'est pas notre travail. Mais nous le faisons parce que nous avons le souci de faire avancer les choses dans l'intérêt de tout le monde. Les critiques que nous émettons, même si nous savons qu'il y en a qui nous exposent, même physiquement ou financièrement, mais nous prenons ça comme notre part de contribution à l'avancement de ce pays. Donc, c'est pour vous dire que si vous voulez parler de la manière dont fonctionne la cage, il y a des institutions, il est là, c'est Maître Bopol qui s'occupe des programmes. C'est lui qui s'occupe des programmes. Alors, en ce qui concerne l'adhésion, c'est ouvert à tout le monde. Il faut lire, aller sur le site de la cage. D'ailleurs, nous avons dû publier ça à la demande de beaucoup de gens qui pensaient qu'il y avait une barrière, qu'il y avait une sorte de sélection subjective. Et nous avons enregistré beaucoup de demandes. Et si nous projetons d'installer des points focaux dans tous les territoires d'ici l'année prochaine, c'est parce que nous avons déjà des gens de référence. Il faut tout simplement marquer son engagement. Son engagement, et quand vous les mentionnez, et puis voilà. Donc, il n'y a pas de problème de malversation. Malversation de quoi? Déjà, c'est une institution qui fonctionne comme les institutions privées. D'ailleurs, nous sommes audités et nous avons des rapports d'audit. Donc, si vous parlez avec Maître Bopol, vous allez apprendre, mais l'audit pas de l'IGF, parce que nous ne recevons pas l'argent de l'État. Donc, l'IGF ne peut pas venir nous demander, jamais, moins encore la Cour des comptes. Et ne tombons pas dans la confusion que je vois même dans des discussions dans certains groupes, effectivement, ça me revient souvent. Ils vont même jusqu'à, comme vous avez mentionné, mais vous êtes toujours là. En fait, nous sommes dans une phase de transformation. Je peux vous révéler que la cage, nous avons fonctionné pendant très longtemps sur base tout simplement de l'autorisation provisoire. Les régimes passés n'avaient jamais voulu nous accorder la personnalité juridique. Ils disaient que nous étions trop critiques. Et d'ailleurs, il y avait à l'époque, pour ceux qui se souviennent, un projet de loi qui était déposé de l'ancien ministre de la Justice qui visait à restreindre nos libertés, de nous imposer de nouvelles conditions, bref, qui allait faire que on était obligé de se taire. On a combattu avec les médias et nous avons fait fragiliser cette affaire-là. Nous ne faisons pas beaucoup attention aux emplois des personnes vivant avec handicap. Non. En fait, je vous dis que Maître Bopol travaille avec Madame Irène. Il fait partie des experts de la société civile qui travaillent aujourd'hui. Si vous entendez, par exemple, qu'il y a eu des textes qui ont été adoptés jusqu'à ce que la loi elle-même, c'est leur travail. C'est de cette manière-là que nous participons. Donc, nous veillons sur les aspects spécifiques pour ces personnes. Mais avant d'arriver aux exceptions, aux spécifiques, il faut d'abord parler des principes généraux. Si l'État ne sait pas d'abord respecter les principes d'égalité des chances pour tout le monde, mais vous pensez qu'on va commencer à aménager nos routes ici avec des ouvrages appropriés pour qu'une personne vivant avec handicap soit en mesure d'avoir un bus. Vous savez, il y a des bus, les bus appropriés aujourd'hui qui font de sorte que quand ils s'arrêtent, il faut qu'ils s'approchent de la plateforme où se trouve une personne vivant avec handicap qui doit entrer avec beaucoup de facilité. Mais nous n'avons pas déjà des routes. C'est difficile, c'est un combat difficile. Nous avions, rappelez-vous que dans la ville ici, nous avions des trous partout. Et nous notons que c'est une avancée pour aller directement à ce que lui a posé aussi, Marcel.
la voirie, nous notons ça comme une avancée. Pourquoi? Parce que les droits des mouvements, la liberté des mouvements, comment voulez-vous que quelqu'un qui est à Kingasani puisse quitter, venir ici, s'il n'y a pas de route? Donc, c'est un élément qui contribue à l'exercice d'une liberté. Si ce n'est pas réalisé par les gouvernements, pour nous, nous considérons que c'est le gouvernement qui empêche les citoyens. Il y a beaucoup de gens, moi je me rappelle, des gens, pour aller même à des deuils, ils se résignent, ils disent « Ah, il y a des embouteillages ». Donc, considérons aussi les embouteillages comme des obstacles à l'exercice de l'épanouissement des citoyens. Guerre de 6 jours, c'est une question importante. Pourquoi? Parce qu'elle touche aussi à la fois cette problématique de la solidarité, la problématique de la protection des citoyens par les gouvernements. Parce que si nous sommes arrivés à connaître une guerre entre des armées étrangères sur notre territoire, c'est parce que les gouvernements de l'époque n'avaient pas mis en place des politiques efficaces qui devaient protéger les citoyens. Parce que comment une armée étrangère pouvait-elle entrer sur le territoire? Mais où était la nôtre? Donc vous voyez déjà la responsabilité de l'État. Ce ne sont pas ceux qui sont là aujourd'hui qui sont responsables, mais ceux qui ont géré pendant cette période. Deuxièmement, grâce à la justice pénale internationale, la Cour internationale de justice a condamné l'Ouganda à payer cette somme, 325 millions, et puis versement en des tranches. Mais il est maintenant de la responsabilité du gouvernement congolais d'organiser un mécanisme. Et ce mécanisme existe déjà, je vous informe. Parce que j'ai eu beaucoup de gens qui posent des questions et nous serons obligés de faire quand même un communiqué pour donner plus de détails. Depuis 2020, l'ancien gouvernement dirigé par l'ancien Premier ministre Ilunga Ilunkamba avait signé un décret créant ce qu'on appelle les fonds relatifs à l'indemnisation des victimes de la guerre de 6 jours. Le décret est là, nous avons toutes les références. Et il est prévu en termes d'organes. Parce que ce n'est pas l'argent du gouvernement congolais, c'est l'argent pour des victimes. Il est prévu un conseil d'administration au sein de ce mécanisme, de cet établissement, avec une coordination, c'est-à-dire un coordonnateur et des commissaires aux comptes pour faire des vérifications, s'assurer que l'argent est utilisé comme il se doit. C'est cet établissement qui doit appliquer l'arrêt de la CIJ en ce qui concerne l'affectation qu'il faut donner à cet argent. C'est vrai que j'avais été saisi par le gouvernement pour que je représente, parce qu'il est prévu que le conseil d'administration doit être composé notamment des représentants du gouvernement, mais aussi des représentants des organisations d'accès à la justice. Normal. Ça doit nous indigner, nous tous, et tout le monde doit s'indigner que 80% du budget soit alloué à l'entretien des institutions, des acteurs, des animateurs. Et même les animateurs doivent aussi quand même se gêner. Parce qu'après tout, vous ne pouvez pas être, vous, dans quelque part, où vous touchez plus que ceux qui collaborent, qui participent à la réalisation des mêmes activités. Il faut qu'on diminue, mais pour bien diminuer, pour que ça soit objectif, nous sommes un pays où il n'y a pas de barème. C'est comme nous avons dit, il faut qu'on fixe les barèmes. J'ai entendu les gens dire, les conseillers de la présidence touchent beaucoup. C'est parce qu'il n'y a pas de barème. Il faut qu'on fixe les barèmes. Comme ça, chaque fois qu'il y aura même de nouveaux présidents, ceux qui vont chercher à aller là-bas pour être conseillers, ils seront déjà informés de ce qu'ils vont toucher. Comme ça, les histoires de Maboko Bank, là, il faut que ça disparaisse.